Donc merci de m'accueillir ce soir sur cette conférence qui va être consacrée à quelque chose qui s'appelle Elasticsearch Query Language, qui s'appelle ESQL. Je fais une pause, parce qu'il y a un pipe entre les deux, mais je fais une pause parce que pour pas que vous entendiez ESQL et que vous entendiez SQL. C'est pas du tout ça. C'est pas Elasticsearch SQL, c'est ES pipe QL. Je vous remontrerai les slides et toute la démo, elle sera disponible sur ce QR code et vous l'aurez au fur et à mesure de la session. Pas de souci là-dessus. Alors, pourquoi c'est un nouveau langage? Pourquoi un nouveau langage? Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de langages qu'on a dans Elasticsearch? 1, 2, 3, pour requêter Elasticsearch, 4. Bon, la bonne réponse, c'est beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. On peut exprimer des requêtes en Lucene. Lucene, c'est le moteur de recherche qui est à l'intérieur d'Elasticsearch sur lequel on contribue beaucoup et qui est vraiment le cœur. On a notre langage query DSL, c'est du JSON, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais c'est des requêtes en JSON. C'est typiquement ce qu'on utilise quand on fait l'Elasticsearch. Il y a un autre truc qui s'appelle KQL, c'est dans Kibana. C'est un langage propre à Kibana. Dans les barres de recherche, on a une autre façon d'exprimer des requêtes. On a un truc EQL qui s'appelle, alors c'est Event Query Language, ça c'est plus dans le monde de la sécu. Ils ont développé un langage qui leur est propre, notamment pour faire des enchaînements d'opérations. Donc je veux une requête où il y a quelqu'un qui s'est authentifié, puis ensuite a fait ça, puis ensuite a fait ça. Donc c'est un truc un peu chaîné. SQL, parce qu'on a aussi le support de SQL dans Elasticsearch. Alors Vega, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. En fait, c'est une bibliothèque JavaScript qui est dans Kibana et qui permet de faire ses propres visualisations comme on veut. Mais c'est un langage et en fait, on développe du script en JavaScript et ça nous permet de faire des trucs très avancés. Moi, personnellement, je ne touche pas à ça. C'est trop compliqué pour moi. C'est du front en plus. Je ne touche pas. Moi, je suis dans le back. Canvas aussi, qui est un outil de présentation dans Kibana, qui a son propre langage de query. Il y a un autre truc qui n'est même pas dessus, qui s'appelle TimeLion, qui a aussi un langage. Et Painless, qui porte mal son nom, qui est un langage de scripting dans Elasticsearch, qui n'est pas toujours très pratique, enfin très facile. Donc il y a tout un tas de langages, et on s'est dit c'est plus possible, il faut absolument qu'on change tout ça, et donc on va en rajouter un. Bah, c'est super, bonne idée. Alors, en fait, c'est venu d'un besoin. Dans Elastic, on a très rapidement, depuis les toutes premières versions d'Elasticsearch, on a développé des capacités de faire des analytics, donc de calculer, de regrouper sur des colonnes et de faire des calculs. Donc le premier truc qu'on a sorti, ça s'appelait les facettes. Et les facettes, ça permettait de faire, quelques-unes, il y avait des terms facettes qui permettaient de faire un group by sur un nom de colonne et de grouper par exemple les résultats par marque de produit. Et puis ça donnait le nombre pour chacune des marques qu'on avait. On avait aussi des statistiques sur un champ, par exemple un prix. Ça permettait de donner la moyenne, le max, le min, etc. Plein de choses comme ça. Puis un jour, il y a un utilisateur qui nous a dit « Mais moi, j'aimerais bien faire des groupes par produit, et puis pour chaque produit, avoir des statistiques sur le prix, par exemple. » Donc on a fait ce qu'on appelle les termes stats. Donc on a assemblé deux facettes ensemble pour arriver à faire ça. Et puis, dans les facettes, on avait aussi développé des facettes cartographiques, par exemple. Alors, on pouvait faire des groupe-moi le nombre d'individus que j'ai autour de ce point dans un rayon de 5 km, 10 km. Bah, mais si je veux faire des stats après sur l'âge moyen des enfants, comment je fais? Bon, il aurait fallu qu'on recrée des facettes spécifiques pour ça, et on a dit non, on va abandonner ça. Ce qu'on va faire, on a développé un framework qui s'appelle les agrégations. Les agrégations, pour ceux qui font de l'Elasticsearch, c'est ce que vous utilisez aujourd'hui. Principalement. Donc les agrégations, c'est des facettes composables, justement, où je choisis que je fais des termes, et puis dessous, je fais des stats. Bon, c'est très bien, les agrégations, ça va assez loin, ça nous a emmené pas mal de temps. On a eu des utilisateurs qui nous ont dit « Ouais, mais moi, je voudrais être capable de calculer des dérivés sur les résultats. » Et là, on a dit « Ok, il faut faire des pipelines agrégation. » Alors ça, personnellement, j'ai jamais touché à ça, c'est trop compliqué. À exprimer en JSON, c'est un truc, c'est un peu lourd. Et puis, en fait, on n'y a pas touché. Ça répondait quand même aux besoins, mais on n'y a plus touché pendant un certain temps, et on s'est dit, mais en fait, c'est trop compliqué ce qu'on demande aux utilisateurs. Pour faire des simples requêtes, ça va pas. Et donc, en 2023, il y a toute une équipe qui s'est formée et qui a décidé, pendant 18 mois, en gros, de s'isoler et de dire, allez, on va fabriquer un nouveau truc qui s'appelle ESQL.
Alors ESQL, ça n'est pas qu'un langage. On pourrait penser que c'est un langage qui va traduire en requêtes Elasticsearch les requêtes qu'on fait en ESQL, pas du tout. C'est surtout un nouveau moteur qui est complètement différent du moteur que vous utilisez d'habitude. Et ça vient avec tout un tas d'avantages, je vais vous le décrire juste après. Et puis, la façon dont on développe d'habitude chez Elastic, c'est qu'il y a ceux qui font le back-end, donc en gros Elasticsearch qui fait le boulot. Puis quelques mois plus tard, on voit des résultats dans Kibana, ou quelques années plus tard, on voit des résultats dans Kibana. Là, on a dit non, non, on va mettre tout le monde dans la même équipe, et il y aura tout de suite la gestion dans Kibana de ce langage et une gestion assez propre. Alors, le langage. Je vais vous le montrer sous forme de démo, mais c'est juste pour vous placer un petit peu le principe. Donc ça travaille sur des données non structurées et des données structurées, alors en gros des valeurs numériques ou des valeurs ou du texte, ça peut bosser sur les deux maintenant. Et c'est un langage avec le principe du pipe. C'est pour ça que dans le nom du langage, on a mis de la fonctionnalité, on a mis un pipe. Donc ES pipe-QL, c'est le même pipe que dans Linux. Quand je fais un cat, pipe, grep, pipe, cat, pipe, compte, pipe, je ne sais pas quoi. Mais c'est le même principe, j'accumule les trucs. C'est exactement ce qu'on a voulu exprimer ici par ce système. J'ai d'ailleurs appris qu'il y a une spécification SQL, je crois, qui veulent mettre ça maintenant dans SQL. Donc ils ont rajouté dans la spécification à venir, hein, qui n'a pas été validée, mais il me semble qu'ils veulent rajouter cette possibilité d'enchaîner des choses comme ça. Donc très bien, on verra. Pour l'instant, ça y est pas, donc on a fait notre truc. Donc il y a du support un peu à la SQL, vous allez voir des clauses where, on reconnaît un petit peu nos petits. Et puis il y a des lookups, voire des joins, chose qu'on ne sait pas faire normalement dans Elastic. Ben, là on commence à savoir le faire, avec des limitations, mais ça devient sympa. Mais ça je vais vous le montrer sous forme de démo. Il y a plein de commandes, voilà, on peut sélectionner from un index avec des clauses where, etc. Mais tout ça, enfin pas tout, mais je vais vous montrer une grosse partie de tout ça. Surtout, ce que je vous ai dit, ESQL, c'est surtout un nouveau moteur. C'est ça qui est important à comprendre. Ce moteur, il a été fait avec la performance en tête. Alors, ça travaille sur des blocs. Ça utilise la vectorisation, mais au niveau Java. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire le maximum d'opérations en parallèle. Et puis surtout, il y a un truc qui est important, c'est que les agrégations aujourd'hui, quand vous faites tourner des agrégations dans Elasticsearch, elles sont mono-thread par shard. Alors un shard, c'est une instance de Lucene, donc c'est un mini moteur de recherche si vous voulez. Mais c'est mono-thread. Là, on est multi-thread par shard. Donc on va permettre de décupler énormément les capacités de requêtage. Oui, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Il y a en plus, par rapport à ce qu'on faisait avant avec le query DSL classique d'Elasticsearch, il y a maintenant un query planner. Avant, vous envoyez votre requête et le nœud l'exécute. Point. Maintenant, ça ne se passe pas comme ça. La requête, elle est parsée, elle est résolue, on a un plan logique, on sait à peu près ce qu'on va faire, etc. Peut-être qu'on va réordonner ce que vous avez demandé, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire nous en un cycle plutôt que de le faire en 2 appels successifs. Donc on va essayer de cumuler des choses, je vais vous le montrer après. Puis après, on va dire, en fait, on va en faire un plan un petit peu optimisé, tout ça, et ce plan, on va l'exécuter sur des nœuds, sur des machines physiques, sur des shards. Donc on va aller envoyer la requête sur des shards particuliers. Les shards eux-mêmes peuvent décider de réexécuter la requête ailleurs. Alors pourquoi? C'est par exemple quand vous faites une requête qui va interroger, un nœud se reçoit une requête qui va interroger 1000 shards, on appelle ça le nœud coordinateur, celui qui reçoit la requête. En fait, 1000 shards à gérer les 1000 réponses de chacun des shards, ça peut être très gros. Ce que peut décider le nœud, c'est de dire non, mais en fait, moi, je vais replanifier ça sur 5 nœuds différents. Chaque nœud va faire 200 shards, et puis ensuite, je vais réagréger tout l'ensemble. Donc ça fait des hops supplémentaires, mais finalement, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du temps de réponse. Donc ça, c'est géré de façon transparente, vous ne le voyez pas, tout ça. Alors le moteur, il a une approche de représentation tabulaire, donc c'est vraiment vous allez voir, c'est tabulaire. Ça, je vous l'ai dit, on passe d'un shard à plusieurs shards. Si nécessaire, alors je ne suis pas sûr que ça soit complètement implémenté, ça encore, je pense que c'est encore dans les promesses du truc. On peut accumuler sur disque si jamais on n'a pas assez de ressources mémoire. Voilà. Et puis il y a du streaming des données entre les nœuds, qui est assez sympa, ça évite d'allouer plein de choses en mémoire et tout.
Vectorisation, oui, un petit mot. Donc ça, c'est un petit bout de qu'est-ce que c'est que la vectorisation. Bah, l'idée, c'est que si vous travaillez par exemple sur des valeurs numériques de 32 bits et que vous avez besoin de faire des, je sais pas, des multiplications, des choses comme ça, bah, peut-être que si vous les stockez sur un truc de 64 bits, vous pouvez faire en un seul cycle plusieurs multiplications finalement et plusieurs appels. Donc ça permet de, voilà, de gagner un petit peu des cycles CPU et d'aller plus vite. C'est du Java. Alors dans les benchmarks, donc on a fait des benchmarks. Alors vous allez vous dire ah c'est super, ils ont amélioré les choses parce qu'en vert c'est devenu vachement mieux. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la courbe en vert, c'est la recherche qu'on fait classiquement dans Elasticsearch avec le query DSL. C'est les agrégations. D'accord, c'est ce qu'on avait. La courbe en dessous là, c'est ce qu'on fait en ESQL. Pour un cas d'utilisation particulier, hein, c'est ce qu'on obtient. Donc déjà, c'était très bien. ESQL, c'était très bien. Ce slide, il est fait pourquoi? C'est pour vous montrer que, en fait, on a trouvé des fois des techniques dans ESQL qu'on a aussi portées dans les agrégations. C'est pas parce qu'on investit beaucoup dans ESQL qu'on ne le fait pas aussi pour les agrégations. Si on peut gagner du temps, on applique ces techniques. Donc, pour un certain truc, on a réussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, query face parallélisme, qui est activé par défaut. Maintenant, clac, on a droppé le temps de réponse sur les agrégations. Donc, il y a aussi du gain quand vous faites les montées de version d'Elasticsearch. Rien que sur les agrégations, vous allez voir déjà des différences en gardant vos versions bien à jour. Donc, on va avoir tout ça en démo, ça sera mieux. Puis après, je reviendrai un petit peu sur les slides tout à l'heure. Ah, c'est bien cela qui a été mis à jour, c'est super. J'espère que je suis toujours connecté. Alors, je vais tout faire dans le cloud ici. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais passé, je crois qu'on n'avait pas encore cette offre-là. C'est une nouvelle offre qui s'appelle Serverless. Jusqu'à présent, quand vous vouliez déployer un cluster dans le cloud où vous devez choisir le nombre de machines Elasticsearch que vous voulez, le nombre d'instances Kibana, le nombre de nœuds machine learning, le nombre de bla 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 bla, le nombre de nœuds hot, warm, bla 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 bla. Maintenant, c'est juste un endpoint, vous envoyez de la donnée dedans, point, c'est plié. On se débrouille. On archive sur S3, enfin c'est stocké sur S3, S3 ou équivalent, ça dépend de l'opérateur sur lequel vous êtes. Donc c'est un nouveau type de projet. Alors je vais l'ouvrir, c'est bon, je suis connecté. Et d'ailleurs, en parallèle, en passant, c'est un système où on déploie sans arrêt les nouvelles versions. Donc des nœuds, quand vous démarrez un nœud ici de Kibana, en fait, c'est peut-être une nouvelle version d'Elasticsearch. En réalité, je le sais, c'est l'équivalent de la version 9.1 d'Elasticsearch, alors que nous, dans les versions que vous pouvez déployer chez vous aujourd'hui, c'est la 8.17.3, qui est la dernière qu'on a disponible. Donc là, on est déjà en version 9 avec un Lucene 10 derrière. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est déployé, vous ne le voyez pas en fait. Ça se met toujours à jour. Bref, quand j'arrive dans mon interface, je vois que j'ai deux index. J'ai un index info et un index personne. Info, on s'en fiche pour l'instant. Et j'ai mon index personne. Alors, on a un truc qui s'appelle DevTools, qui va permettre d'aller requêter et passer des commandes dans Elasticsearch. Donc, je vais monter en grand. Alors les requêtes, ça vous évite d'avoir à faire du curl et de faire tout le cérémonial curl et de passer tous les arguments, login, mot de passe et tout. Donc c'est plus sympa dans Kibana. Donc là, si je fais get slash, vous voyez, vous allez me dire, il m'a menti. C'est pas la version 9, c'est la version 8.11. On voit ici. En réalité, le serverless a été créé à partir d'une version 8.11. Et après, la notion de version n'a plus il n'y a plus de notion de version dans serverless. C'est systématiquement la dernière. Donc je ne peux pas vous dire là quelle version c'est exactement. Je le sais juste parce que mes collègues le disent, mais voilà. Mais sinon, j'en sais pas plus. Qu'importe. Alors, comment on fait une requête historiquement dans Elasticsearch? On fait ça, on fait get person, c'est le nom de l'index, underscore search. J'exécute. Et je vois que j'ai effectivement le nombre que j'avais tout à l'heure, 100 001 documents. D'ailleurs, on voit que j'ai 5 shards, donc j'ai 5 instances de Lucene ici qui sont créées par défaut dans Serverless. Vous ne contrôlez pas ça d'ailleurs, le nombre de shards, vous ne pouvez plus le contrôler dans Serverless. Et voici mes documents. Okay, j'ai donc un premier document, et voici à quoi ça ressemble. Pour ceux qui connaissent déjà mes talks, c'est l'injecteur classique que j'utilise, que j'ai développé en Java, qui génère des personnes de façon aléatoire avec le nom, la date de naissance, le genre, le nombre d'enfants, enfin tout un tas de données comme ça, et c'est généré aléatoirement. Donc là, j'en ai 100 000. Alors, il m'affiche les 10 premiers.
Donc une requête Elasticsearch classique, c'est ça, c'est nom de l'index, underscore search. Le nouvel endpoint ESQL, c'est underscore query. Je vais mettre un petit peu ici. Hop. Donc underscore query, je ne mets plus le nom de l'index, parce que le nom de l'index, ça va être dans la requête. Donc ici, je lui dis, dans ma query, je dis from personne. Donc en gros, je veux voir les données de l'index personne. J'exécute. Donc voilà ce qu'il me répond. Il me dit, voici les colonnes que j'ai. Et puis ensuite, voici les valeurs. Ok, donc pour une première entité, une deuxième entité, une troisième entité. Okay, donc voici mes valeurs. Alors là-dedans, on peut mettre des commentaires si on veut. Hein. C'est très anecdotique, mais c'est supporté. Vous les mettez où vous voulez, les commentaires. Pas de souci là-dessus. Alors vous avez vu que là, le format qui m'est renvoyé, c'est un format JSON. Alors on peut demander, ici, on peut lui dire donne-moi un format JSON, effectivement. Donc c'est la même chose. Mais je peux lui dire donne-moi un format CSV. Ok, donc maintenant j'ai un CSV en sortie. Pour ceux qui ont fait l'Elasticsearch et qui voulaient extraire du CSV, c'était un peu chaud. Bon, maintenant c'est standard. Il y a plein d'autres formats disponibles, je ne vais pas en parler, mais moi je vais faire du TXT parce que le TXT c'est le truc que je préfère. C'est le truc le plus lisible. Vous voyez en haut, il y a une petite remarque qui me dit ah, attention, tu ne m'as pas donné de limite. Donc par défaut, si je ne lui donne pas de limite, il va me renvoyer les 100 000 et 1 document. Si j'en ai 10 milliards, il va me renvoyer les 10 milliards. En fait, non, il met quand même une limite. Il dit par défaut, moi je t'en renvoie que 1000. Et il n'aime pas, c'est un warning là qui m'affiche. Donc en fait, il faut que je lui dise pipe, donc mon fameux symbole, limite, combien je veux 1. Ok, donc maintenant j'en renvoie plus qu'un. Donc vous comprenez le principe du pipe, hein. J'ai pris mes 100 000 et une entité et je veux en ramener qu'une seule. Alors le pipe, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi j'aime bien le mettre ici comme ça à la ligne. Comme ça me fait une succession de pipe et je trouve ça beaucoup plus lisible, mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, bon, c'est pas très joli ici, c'est pas très convivial. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller le faire vraiment dans Kibana. Donc pour ça, on va aller dans ce qui s'appelle Discover ici. Okay. Discover, c'est l'interface classique de Kibana qui me dit ok, voilà les documents que j'ai dans tout mon dataset. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il y a un petit bouton ici qui s'appelle Try ESQL. Donc c'est là où il faut aller. Donc on va y aller. On va remplacer ça et on va lui dire from. Donc là c'est bien, c'est qu'il y a la complétion pour le coup. Et puis je vais faire pipe, limite. Et puis j'en prends combien 10, allez, 10. Ok. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Je n'ai pas changé grand chose. Sauf que maintenant c'est un petit peu plus visuel. Alors vous avez vos documents, si vous pouvez les ouvrir. Et on voit les informations qu'on a vues tout à l'heure. On peut le voir sous forme JSON si vous voulez. Qu'importe. Pas très important. Ce qui est... Alors dans les documents, oui, un des trucs qu'on ne voit pas ici, qui est normalement revenait quand on faisait du underscore search classique d'Elasticsearch, c'était quel est l'ID du document et quel est le nom de l'index, les métadonnées en fait qui sont associées, puis enfin d'autres métadonnées. Pour accéder à ces métadonnées, en fait, vous pouvez toujours le faire en disant je veux en plus les métadonnées et je veux récupérer l'index et l'ID. Alors comme on déploie tout le temps, des fois il y a des petits bugs. Hein. Je le découvre. Donc si je réouvre mes trucs, s'il veut bien. Ah. Je refais. Je réouvre, je vais faire table. Ok. Peut-être c'est le format JSON qui veut pas. Ouais, bon, je sais pas pourquoi. En tout cas ici j'ai bien l'ID et j'ai bien l'index que je voulais récupérer, la métadonnée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors peut-être que c'est pas très chouette de récupérer tous les champs. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui dire pipe, keep, je veux sélectionner que certains champs. Donc je ne veux conserver que certains champs. C'est pas un select, blablabla, from. Hein, c'est d'abord le from, puis après on fait le keep. Parce que c'est un pipe. Donc qu'est-ce que je veux récupérer? L'ID, bah oui, il me le propose. Je veux prendre le name. Je vais prendre le genre.
Je vais prendre country. Donc ce qui est pratique, c'est pour ça que c'est sympa d'avoir développé à la fois Kibana en même temps, c'est qu'on a toute cette autocomplétion qui arrive en même temps et ça n'arrive pas beaucoup plus tard. Donc ça devient pratique tout de suite. Donc vous allez voir, il va y avoir un tout petit peu de magie quand je vais exécuter la requête. Regardez bien la façon dont c'est représenté là. La Kibana a compris que je voulais sans doute afficher un tableau. Okay, donc il me met en format tableau. C'est pas dingue, mais c'est chouette, je trouve. Enfin, ça devient hyper interactif en fonction de ce que vous faites. Alors, on va peut-être sélectionner un petit peu et puis décider de filtrer nos données. Donc, par exemple, je vais faire une clause where. Alors, tenez, je vais me mettre ici. Je vais mettre where. Alors, quels sont les champs auxquels j'ai accès? Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de champs ici, de mon dataset. City, blablabla, j'en ai beaucoup. Je vais changer ma clause where, je vais la mettre juste dessous. Where. À la fin. Bah, j'ai beaucoup moins de valeur. Ouais, c'est normal, puisque je sais que j'ai filtré au-dessus. Donc, il le sait. Donc, même Kibana s'adapte à ça. Je voulais la mettre où, ma clause where? Je vais la mettre au-dessus. Alors, je vais sélectionner sur le champ nom, ici. Et on a, depuis la version 8.17, donc du coup, ici c'est aussi disponible, on peut maintenant faire de la recherche full text en ESQL. Avant, ce n'était pas possible, on pouvait faire que des valeurs exactes, etc. Là, maintenant, je peux faire de la recherche full text. Donc c'est la syntaxe, c'est comme ça. Je cherche name, et puis la valeur, c'est David. Ok, donc j'en ai quelques-uns, c'est pas mal. Et puis je peux me rajouter une autre clause dessous, je vais me rajouter pipe, where, je vais prendre le genre, égal, et puis je vais dire je veux les hommes. Ok, donc il m'en a trouvé quelques-uns, donc il m'en a trouvé 5 ici, qui sont des David et qui sont des hommes. Alors, en réalité, là ce qu'il m'a fait comme exécution, c'est qu'en réalité ce qu'il a fait, c'est comme s'il avait fait ici un and gender égale mâle. Alors il souligne là, il dit qu'il y a une erreur, mais en fait il n'y a pas d'erreur. C'est juste que c'est un bug dans l'interface ce truc là. Mais en réalité, c'est marrant, j'en ai un peu plus. Tiens, c'est bizarre. J'aurais dû avoir le même nombre de résultats. Pourquoi il m'a pas donné le même nombre tout à l'heure? Where? Si, oui, c'est ça que j'aurais dû avoir. Je sais pas pourquoi j'en ai eu que 5 tout à l'heure. Bon, pas bien compris. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, le fait de mettre le AND ou de mettre une autre clause where, tout à l'heure je vous ai dit que d'un point de vue logique, Elasticsearch allait résoudre et peut-être réordonner un petit peu vos requêtes. Il sait qu'en un seul appel, il peut faire les deux. C'est pas la peine qu'il fasse d'abord je fais le premier where et puis ensuite le deuxième where. Donc il le recalcule pour vous, ce truc-là. Donc je vais rajouter ici une autre clause, je vais faire et alors adresse.city et puis je vais chercher dans 2 villes. Tiens, ça s'est amélioré ça. Avant ça marchait plus. Cergy et Nantes, j'ai pas Bordeaux, désolé. Donc je veux les gens qui ont comme prénom David, qui sont des hommes et dont la ville est Cergy ou Nantes. Donc j'exécute, ok. Et je limite toujours à 10. Hein. J'en ai peut-être plus que 10, mais là je limite toujours à 10. Donc voilà les 10 premiers qui matchent. J'ai bien des David, hommes, etc. On va rajouter une autre clause. Je vais me faire maintenant un where. La date de naissance, je veux savoir quels sont ceux qui sont nés dans les années 70. Je vais faire date de naissance supérieure à 1970. Et là, vous avez vu, il râle. Il me dit non. Il me dit l'argument de supérieur, ça devrait être une date. Et j'ai trouvé 1970 qui est un entier. C'est pas le bon argument. En fait, tous les objets qu'on a à l'intérieur sont typés. À gauche, il sait que c'est un objet date. Il ne peut pas comparer ça avec un objet, une valeur entière. Donc on peut comparer que des dates ensemble. Donc il faut que je transforme 1970 en objet date. Pour ça, vous avez un petit guide de référence qui est ici. Vous faites quick référence. Et puis là-dedans, vous pouvez chercher tout ce qui concerne les dates, je crois. C'est ici. Je vais entrer. Comment ça marche? Non, c'est là-haut.
C'est ça qu'il fallait faire, date. Voilà. Date, et donc c'est moi date parse, je crois que je veux faire. J'ai mes petits cheat codes, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Je veux faire un date parse. Donc c'est quoi la syntaxe de date parse? C'est ça, je lui donne un format et je lui donne quelle est la valeur que je veux transformer. Donc une chaîne de caractères. Donc je vais prendre ça. Je vais dire, il manque le D. C'est date parse, c'est un format année que je vais te donner, et c'est 1970. J'exécute. Ça m'a fait quelque chose. Comme je n'affiche pas la date de naissance, ben, on ne peut pas vérifier que c'est bon. Mais en fait, on va quand même le vérifier. On va mettre ici date of birth. J'exécute. Alors effectivement, j'ai des gens supérieurs à 1970, visiblement. Par contre, j'avais dit que je voulais que ceux qui sont nés dans les années 70. Donc je vais me rajouter ici une petite clause AND. Date de naissance inférieure strictement à 1980. Tiens, d'ailleurs, oups. C'était supérieur ou égal. Donc là, tiens, c'est marrant, j'en ai encore que 5. C'est bizarre, ça. Ah, mais peut-être que là, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai que j'en ai que 4 maintenant, qui sont nés dans les années 70 et des David et qui sont à Cergy et à Nantes. C'est possible que j'en ai que 4. Ok. Oui, voilà. Donc, vous avez vu, donc j'ai bien des objets dates que je peux comparer avec d'autres objets dates. Et ça s'exprime assez simplement, en fait, tout ça. Alors, quel âge ont ces personnes? Les 4 personnes que j'ai là sous les yeux. Vous savez calculer ça? On a un truc qui s'appelle eval, qui permet de faire une évaluation d'un truc qu'on va appeler l'âge. Et on va lui dire de nous faire une différence de date diff. La précision que je veux, c'est l'année. Je veux de naissance avec maintenant. Ok? J'exécute. Ça me donne rien, c'est pas grave, parce qu'il faut que j'affiche l'âge. D'ailleurs, l'âge, je l'ai en autocomplétion maintenant, parce que c'est un champ qui existe. Alors ça, mine de rien, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer un champ à la volée qui n'existe pas dans le dataset d'Elasticsearch, qu'on évalue à la volée. Pour ceux qui ont fait du Elasticsearch, il faut faire ça avec des runtime fields, c'est du JSON, et il faut faire des scripts painless, qui sont un petit peu chiants à faire. Là, ça va, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Puis il y a des choses qu'on peut faire sur l'âge. Parce que maintenant que c'est une valeur numérique, je peux mettre une clause where, l'âge est supérieur à 50. Ok, j'ai mes trucs. Donc ça veut dire que une valeur qui n'est pas dans Elasticsearch, que j'évalue dynamiquement pendant que je construis mon truc, je peux quand même m'en servir dans la clause where. Et ça, on ne savait pas trop faire avant ce truc-là. Ok, c'est pas mal, je trouve déjà. Alors, on a, vous avez vu, j'ai un utilisateur là, l'ID c'est 1, il s'appelle David Pilato, il a 53 ans, ça me paraît correct tout ça jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je vais le récupérer son ID, je vais juste aller voir celui-là, je vais rajouter un AND ID égale à 1. Voilà, je vais juste récupérer celui-là. J'ai un autre index. Alors, je vais vous le montrer comme... Je vais conserver ça au cas où il me le vire. Je vais aller dans mes DevTools ici. J'ai un autre index qui s'appelle info. Je vais exécuter une recherche dessus. J'ai un seul document à l'intérieur, c'est pas grave, je suis pas dans la performance, là c'est pas du tout ce que je veux vous montrer. Normalement Elasticsearch c'est un truc super performant, mais c'est pas ce que je veux vous montrer ici. C'est juste le langage. Donc dans cette autre index, j'ai une information sur une personne dont l'ID est 1, et voici sa taille et voici son poids. Je me suis pas pesé ce matin, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Ce que j'aimerais pouvoir faire, ah ben c'est marrant ça. Ah oui, c'est marrant. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est faire un join, en fait, faire une jointure entre les deux index. Alors je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas mis à jour mes notes. Vous voyez pas tout ça.
Je vais retourner dans Discover. Donc c'est bon, il m'a gardé ma requête. Et je vais juste aller dans mes cheat codes pour aller retrouver mon truc. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Blablabla. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... Non, c'est pas ici. Ici, je vais transformer le champ underscore ID pour l'appeler également ID sans le underscore. Pour pouvoir faire des jointures et utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Avant, ce qu'on devait faire, en fait, pourquoi mes notes, qu'est-ce qu'elles disent, ce que je vais vous montrer, c'est que avant, pour faire ça, il fallait qu'on aille faire ce qu'on appelle une enrich policy. Ça allait créer un mini-index spécifique pour faire des sortes de jointures. Ce truc-là ne se mettait pas à jour automatiquement. Maintenant, on a sorti les joins, donc c'est un truc qui vient juste d'arriver. Mais pour que le join fonctionne, il faut que le nom du champ dans les deux index soit exactement le même. Il faut que j'ai ID d'un côté et ID de l'autre. Donc avec mes évaluations qui sont exactement ce qu'on a fait tout à l'heure où j'avais calculé un âge, en réalité je fais juste renommer un champ ici. Donc maintenant que j'ai ça, je peux aller faire ici, alors je crois que ça commande, c'est lookup join, sur le champ info, et je crois qu'il faut que je mette by, attends, je ne me rappelle plus de la syntaxe par cœur, ah c'est on ID. Si j'exécute, alors on voit rien de spécial ici, mais du coup, normalement, j'ai récupéré dessous la hauteur et le poids. Okay. Et donc maintenant, je peux le voir ici. Okay. Donc j'ai fait une jointure entre deux index, chose qui était complètement impossible, voire même interdite dans Elasticsearch. Il y en a qui le font, il y en a qui ont essayé de faire des trucs comme ça, mais jusqu'à présent, nous, on le déconseillait complètement. Mais alors, comme je fais une jointure, je peux aussi dire, je vais mettre une clause where ici. C'était quoi que je vais faire? Le poids est supérieur à 90. J'ai aussi le droit de le faire. Donc du coup, je mets des critères dans les deux index sur lesquels je requête. Ne me demandez pas quelles sont les limites aujourd'hui de ce truc-là. J'en sais rien. Je ne sais pas jusqu'à quelle échelle on peut aller. Est-ce qu'on peut faire 1 milliard d'un côté et 1 milliard de l'autre? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des limitations dans tout ça, mais bon. En tout cas, c'est assez nouveau et c'est assez sympa. Alors, on va continuer à jouer un petit peu avec nos petites... notre index ici. Je voudrais savoir si la personne que je vois, du coup, là maintenant, est en bonne santé ou pas. Alors pour ça, on va calculer un BMI. Comment ça s'appelle en français un index, un IMC. Donc je vais faire une évaluation. Je vais l'appeler BMI comme ça, ça restera comme ça. Et je vais dire, on peut faire des calculs mathématiques, c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est le poids divisé ça, ouais, par la puissance de la hauteur au carré. Et puis j'arrondis à 1. Alors en même temps, je vais juste enlever celui-là. Ici, vous voyez, ça je vais l'enlever aussi, m'en fiche. Dans le résultat que vous voyez ici, pour l'instant, vous voyez que 4 colonnes. Okay, c'est les 4 colonnes sur lesquelles j'ai demandé de faire un keep. Si j'exécute cette ligne, il me rajoute la colonne BMI automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin, j'ai évalué une autre valeur. C'est sans doute que je veux en faire quelque chose. Si je voulais pas, à ce moment-là, ce eval, je le mets au-dessus et puis je mets le keep en dessous et du coup, j'ai plus le BMI. Mais en fait, Kibana s'adapte un petit peu, essaye de comprendre ce que vous êtes en train de faire pour vous donner des informations peut-être qui sont les plus intéressantes pour vous. Et puis, je vais rajouter ici une autre évaluation. Je vais demander, tiens, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Eh bien, je vais dire Elfi. C'est égal à la possibilité de faire des cas. Si le BMI est inférieur à 18,5, ce qui est objectivement pas mon cas, alors ça n'est pas en bonne santé. Si le BMI est supérieur ou égal à 25, alors il n'est pas en bonne santé.
Sinon, il est en bonne santé. Donc pour vous montrer que vous pouvez dynamiquement reconstruire aussi un champ comme ça, là ici, qui s'appelle healthy, donc je ne suis pas en bonne santé, ok, qui permet de calculer dynamiquement cette valeur en fonction de différents cas. Donc imaginez, vous avez dans vos codes erreurs, vous avez du 404, du 201, du 500, et vous voulez à la place mettre not found, etc. Vous voulez remplacer les valeurs, bah, vous pouvez le faire avec des cases par exemple, ou en allant faire des jointures, enfin il y a plein de possibilités. Oui, les champs de... Ouais, c'était quoi? Info, c'est un index, ouais, c'est ça, c'est une table. Oui, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Non, non, je les avais affichées tout à l'heure. Attends, je te les remontre. Bah, en fait, elles sont là. Si, j'ai fait le keep. Les deux valeurs height et weight, elles viennent de ma table info. Elles n'étaient pas dans la table personne, dans l'index personne. Ouais. Mm. Non, non. Enfin, si, c'est un join, mais il y a différents types de join. Tu as les left, les machins, les inner et tout ça. Et ça, j'en reparlerai un petit peu après, mais là, c'est un seul type de join. Ok. Nous, c'est comme ça. Nous, elles sont comme ça. Elles sont les. C'est ça. Voilà. C'est pas une nouvelle ligne. Ouais, c'est ça. Tu agrandis la ligne, c'est ça. Tu rajoutes des colonnes dans la ligne. Exactement. Ok. Alors, je vais reprendre un autre petit exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi de sympa. Imaginez que je prends tout à fait un nouveau cas d'utilisation. Donc, je prends ici une ligne exemple. Oui. Oui. Alors, hop, mais j'avais mis supérieur à 50. Ouais, bah du coup, je pense que là, il va me retourner que celui pour lequel c'est valable, ouais, apparemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va pas prendre tous les autres personnes. S'il n'y a pas de clé dans la table info, là, il le prend pas. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. J'étais obligé de faire ça. C'est-à-dire que si je ne fais pas cette ligne, ex- ex- en fait, là, par exemple, j'ai pas le droit de faire un truc comme ça, égal underscore ID. Je peux pas faire ça. Ça n'existe pas dans notre langage. Donc il faut que ça porte le même nom. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite astuce que j'ai découverte en faisant cette mise à jour du talk, là, en disant que, ah mince, quand j'ai pas le même truc pour m'en sortir, bah, en faisant une évaluation, j'arrive quand même à me sortir de mon truc. Si, tu peux joindre sur n'importe quoi. Il n'y a pas de notion de clé dans Elasticsearch. Là, il s'appelle underscore ID, mais il pourrait s'appeler autre chose. Ça pourrait être un champ non. Par contre, ça doit être un champ de type keyword. Ça peut pas être un champ type full text search. Ok. Bah, il suffirait que, par exemple, dans l'index personne, si j'avais un champ qui s'appelle wait, bah ici, je pourrais faire, je joins sur wait. Tous ceux qui sont 91 sortent. Enfin, vont être mis ensemble. Après, attends, la bonne question c'est si c'est pas, s'il y a plusieurs 91 dans mon autre index et que c'est pas justement une clé vue comme une clé primaire, je sais pas comment ça se comporte là. Est-ce qu'il rejette parce qu'il va pas en prendre les 200 personnes qui ont comme valeur 91 et les assembler sur une seule ligne. Donc je sais pas ce qu'il va faire là pour le coup. Je sais pas. À creuser.
Je reprends mon exemple, ma ligne. Donc cette commande-là, row A égale, ça vous permet de, sans avoir à aller mettre des données dans un index, de jouer avec ESQL. Donc je simule euh, un enregistrement qui a un seul champ qui s'appelle A et dont la valeur texte c'est ça. Je peux mettre d'autres champs, hein, si je mets virgule, B égale, etc. Je vais avoir plein d'autres valeurs. Mais donc là j'ai effectivement un champ. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une ligne de log, hein, plus ou moins. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que quand vous faites avec Elasticsearch, vous voulez aller requêter vos enregistrements et dire donne-moi tous ceux dont la dernière valeur est supérieure à 40, bah, en Elasticsearch, on ne sait pas faire. Le seul moyen de faire ça, c'est qu'il faut réindexer, reparser toutes les données, créer un champ particulier qui est la valeur nombre, pour pouvoir ensuite aller requêter ce nombre et donc réindexer. Alors ça se fait avec les runtime fields aussi, c'est un petit peu possible, mais c'est un petit peu plus pénible. Là, ce qu'on vous propose, c'est de faire directement ce qu'on appelle du dissect en ligne sur le champ A et lui dire, bah ici j'ai d'abord, tu vas voir, j'ai un truc, c'est une date, j'ai un espace, un tiré, un espace, j'ai un email, j'ai un espace, un tiré, un espace, j'ai une IP, c'est le petit nom que je donne au champ, hein. Un espace, un tiré, un espace, et puis ici j'ai un nombre. Okay. Alors c'est pas très joli ici dans le résultat, si je fais keep, ah ben je les vois mes champs, date, email, IP et nombre. Ok, donc maintenant j'ai bien, sous forme de colonne, je viens d'extraire à la volée les valeurs. Seul petit problème avec ce que je fais là, c'est que le champ 42, là, enfin la valeur 42, c'est écrit juste au-dessus, vous voyez, il y a écrit un petit K à côté de number. C'est-à-dire que c'est un champ keyword, c'est pas une valeur numérique. Là, je peux pas faire where number supérieur à 40. Ah, je peux pas. Ah, d'abord, il le connaît pas, tiens, bizarre. Ouais, ça, c'est pas le truc. Normalement, il devrait le connaître. Voilà, c'est plutôt ça. La vraie erreur, c'est celle qu'on voit en dessous. Il dit non, c'est un keyword, mais toi, en fait, tu compares avec un entier. Donc, c'est pas possible ce truc-là. Donc, comment je peux faire? Alors, je pourrais reparser derrière, mais en fait, on a autre chose qui s'appelle grok. Grok, c'est le truc qu'on trouve dans Logstash, qui permet de faire du parsing avec des expressions régulières. Donc, c'est beaucoup plus précis comme parsing que ce que vous voyez ici. Alors, je vais utiliser mon cheat code pour le faire parce que je vais pas tout refaire à la main. Et en gros, on a une bibliothèque d'expressions régulières. Par exemple, ça, c'est un timestamp ISO 8601, le premier truc, et tu vas le mettre dans le champ date. Donc si jamais c'est pas un timestamp, ça va échouer. Tout à l'heure, ils s'en foutaient. Ils prenaient la valeur textuelle et puis ils la mettaient dans le champ. Là, c'est une adresse email. Ça, c'est une adresse IP. Et ça, c'est un nombre. Et du coup, le nombre, je peux lui dire aussi, mais le nombre, en fait, il va le mettre sous forme de valeur entière. Et quand j'exécute ça, oui, là maintenant j'ai vraiment un nombre, et donc je peux vraiment sélectionner les valeurs qui sont supérieures à 40. Donc si vous n'avez pas de chance, vous avez indexé plein de champs messages, dans lesquels il y a quand même une valeur qui vous intéresse à l'intérieur du champ message, et que vous voulez quand même aller requêter votre système pour savoir, je ne sais pas, s'il y a une intrusion, s'il y a quelque chose, mais sans avoir à tout réindexer, vous pouvez faire ça. Alors évidemment, ça va prendre un peu de temps à l'exécution, hein, parce qu'il faut aller se parser des lignes, mais ça reste quand même flexible, donc vous permet de le faire. 2.in, ça veut dire que je transforme le nombre, au lieu d'être un keyword. Lui, c'est une expression régulière pour dire c'est un nombre. C'est ça. Si je mets un E ici, bah, il a pris la première partie, il a pris le 4. Bon, ok. Je m'attendais à ce qu'il échoue, mais bon. Donc il a pris que le 4. Là, en fait, il dit non, ok, 42. C'est vraiment un nombre, je le prends comme ça. Par contre, il n'est pas typé et il sort en tant que chaîne de caractères ici. Donc là, c'est juste pour le typer, en dire non, maintenant tu le sors comme valeur numérique. Et maintenant, ça devient vraiment un nombre. Oui, c'est ça. Exactement. Là-dedans, je sais pas ce que ça va faire là, si je fais ça. Tu vois, là par exemple, il n'y arrive plus. Ouais, il est perdu.
C'est plus une expression régulière, donc il n'arrive plus à parser le truc. Bon, ça c'est propre à Grok, hein, c'est un format assez particulier. C'est pas le Grok de Twitter, hein. C'est pas du tout le même. Ils ont sorti le nom après. Bon, ouais. Alors, très bonne remarque. Si vous avez 1 milliard de lignes, et je vais vous le montrer juste maintenant. Garde ça en tête. Je vous le montre juste. J'ai pas que j'ai 1 milliard de lignes, mais je vais vous montrer quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, au tout début, je vous ai parlé quand même des agrégations. On a quand même fait tout ça pour remplacer les agrégations, et pour l'instant, on n'en a pas vu, hein. Ok. Donc, je vais faire ma limite à 10, hein, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et je veux avoir une statistique. Donc, comment on fait les agrégations? On fait des stats. Et l'agrégation que je veux faire ici, c'est juste un count. Je vais l'appeler count. Je lui donne un petit nom. Je ne suis pas obligé, mais bon, c'est mieux. Count. J'exécute. Il me dit, j'en ai 100 001. Alors, vous voyez qu'Ibana vient de s'adapter en disant, tu as envie de sortir un métrique, donc je vais t'afficher ça dans une petite visualisation de type métrique. Parce que visiblement, c'est ce que tu veux faire. Là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? La valeur est 10. Effectivement, j'ai d'abord limité à 10, et ensuite, je fais du calcul d'agrégation dessus. Donc là, typiquement, si j'ai du grok à faire sur mon milliard de lignes, je vais peut-être d'abord faire une limite à 1000 ou 10 000 pour en extraire les 1000 ou 10 000 premières qui sont significatives, puis faire mon grok dessus pour voir si là-dedans je trouve de l'info utile ou pas. Donc j'ai plutôt à mettre d'abord des limites dans ce cas-là où j'ai des trucs qui sont un petit peu coûteux. Là, pour le coup, hein, le placement du limite a vraiment de l'importance. Tout à l'heure, pour mes clauses where, je disais, ouais, c'est pas très grave si je le mets avant ou après, il va peut-être faire des and des compagnies. Là, pour le coup, ça a vraiment un impact. Donc, je vais le remettre dessous. Donc, ok, j'ai ça. Je peux faire mon compte par pays. Ok. Ah, tiens, intéressant. Là, tu veux me faire plutôt qu'un simple métrique, tu as 4 métriques qui sortent. Bon, donc lui, il propose de le sortir de cette façon-là, de le visualiser de cette façon-là. Donc vous avez toujours les valeurs en dessous, là, et puis la représentation Kibana, qui peut être sympa. Alors on va rajouter un autre niveau, on va dire, avec aussi les villes. Donc ça, quand on faisait des agrégations, on faisait première agrégation sur les pays, puis on faisait une sous-agrégation sur les villes. C'est comme ça qu'on exprimait ça en query DSL. Bon, là, ça s'exprime beaucoup plus simplement, hein, c'est moins verbeux. Donc ça me donne ce résultat, que je trouve pas très joli personnellement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller éditer ici la visualisation et dire non, mais moi à la place, je veux faire un pie chart. Okay. Et puis d'ailleurs, je veux mettre un petit donut, parce que ça sera plus joli. Ok. Est-ce que je peux virer les colonnes? Ouais. Alors moi, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas dans mon dataset, ici. C'est parce que... mince, comment je vais vous montrer ça? En réalité, normalement, je devrais avoir 25%, 25%, 25%, 25%. Le problème, si vous comptez, j'en ai 4 ici, et à chaque fois, j'ai 3 villes. 4 x 3, 12. J'ai limité à combien? Eh ouais, j'en vois pas assez. Si je mets les 20, par exemple, ah, là, je vois bien. Ok, je vois tout le monde. Donc, attention à vos limites. Ça peut modifier ce que vous voyez. Ok, donc faites gaffe, hein, quand vous travaillez comme ça avec ce système-là, ça peut vous donner des résultats en disant ah c'est bizarre, ma population n'est pas blablabla, je ne sais pas trop quoi. Et vous savez qu'on peut faire mentir les graphiques comme on veut, notamment en politique. Donc bon, méfiez-vous de vos limites en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter une autre stat. J'ai le nombre d'enfants. Je peux dire, je vais calculer quelque chose, je vais faire une moyenne sur le nombre d'enfants. J'exécute. Alors ça va peut-être pas très joli ce que ça me donne, mais en gros, dans la table tout en dessous, ici, voilà. Ici on voit que en Italie et à Turin, j'ai 1,99 enfants en moyenne. Okay, donc c'est pareil, voilà, vous couplez vos agrégations un petit peu comme vous avez envie de le faire ici. Elles sont beaucoup plus faciles à exprimer que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais fait une évaluation de l'âge
des personnes. Et j'avais fait un date diff, intervalle année, entre la date de naissance et maintenant. Maintenant, qui a une valeur qui bouge tout le temps. Hein. Vous vous rappelez de ce truc. Cette valeur que j'évalue sur mes 100 000 documents, ben, en réalité, je peux lui demander de faire des agrégations dessus. Je peux lui faire des stats dessus. Même si c'est une valeur qui n'existait pas dans l'index. Je le fais dynamiquement. Donc je vais faire ici allez, un percentile sur l'âge, qui est une valeur qui n'existait pas jusqu'à présent dans Elasticsearch, un percentile 0. J'exécute. OK, voilà mon percentile 0 sur l'âge. Puis je vais le faire sur les autres. Hein. Allez, un P50. Et ce qui est fort, enfin pour ceux qui connaissent déjà Elasticsearch notamment, hein, c'est que là, on travaille vraiment sur une donnée qui n'existe pas dans Elasticsearch, qu'on évalue dynamiquement. Donc voilà mes 3 percentiles en question. Et puis bah, on peut les splitter par pays. Okay. Donc, voici mes percentiles par pays sur l'âge, qui est une valeur qui n'existait pas dans Elasticsearch. Et un dernier petit truc que je vais vous montrer sous forme de démo, c'est les possibilités de tri. Bon, c'est très simple. Hein. Vous avez un truc qui s'appelle sort. Et on va trier sur le pays, par exemple, de façon descendante. Donc là, j'avais Angleterre, France, Germanie, Italie. Bon, maintenant, j'ai Italie, Germanie, France, England. Bon, c'est très simple. Mais vous pouvez aussi trier sur les valeurs numériques, évidemment, sur le 50, de façon ascendante. Donc je suppose qu'ici, voilà, j'ai d'abord le P50 le plus bas et puis ensuite les P50 les plus hauts. Okay. Bah, tu sais, c'est un dataset random. Et comme c'est un random qui génère au bout d'un moment toujours un petit peu la même chose. C'est pour ça aussi que dans ma répartition par pays, tout à l'heure, j'avais mon camembert avec les 4 pays exactement identiques. Demain, pendant le BBL, tu verras que ce sera exactement la même chose encore une fois. On aura la même chose. Bon, donc vous avez vu tout ça sous forme de démo. Je voulais continuer en précisant quelques autres petites choses et aussi ce qu'on est en train de fabriquer en plus, ce qui va arriver. Donc, ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut consommer ce que vous avez vu sous forme texte, CSV, JSON, mais il y a aussi Apache Arrow qui arrive et mon collègue Sylvain Wallace qui a implémenté des choses assez sympas au-dessus de Arrow, donc il en met un petit peu partout. Donc pour ceux qui connaissent, ça va permettre de streamer un peu plus les résultats et de les consommer d'une autre façon. Bon, je ne connais pas assez là-dessus. Alors en Java, on est quand même un user group Java, donc il faut peut-être faire un petit peu de Java de temps en temps, même si Elasticsearch est fait en Java, donc c'est peut-être pour ça que je suis légitime à venir parler ici. Donc dans notre client Java, vous pouvez exprimer les mêmes requêtes que ce que vous avez vu tout à l'heure, les from, person, name, égal, blablabla, le keep et compagnie. En utilisant donc notre client, méthode ESQL, vous faites une query et vous utilisez ici l'adaptateur que vous voulez. Donc c'est exactement ce qui correspond au schéma qu'on avait vu juste précédemment. Là. Vous choisissez l'adaptateur. Donc là, typiquement, c'est un adaptateur d'objets. Donc ça va vous renvoyer des instances d'objets. Et ça va vous renvoyer des instances d'objets personne. Okay, et dans mon objet personne, j'ai vraisemblablement un champ qui s'appelle name pour que je puisse le stocker dedans. Et donc j'exécute ma query qui est au-dessus. Et donc après, je peux itérer sur mes personnes. Alors je vérifie que j'ai bien un ID. Alors pourquoi j'aurais pas... Ouais, je sais pas pourquoi. Ah oui, si, je dois pas avoir d'ID, c'est bien ça, parce que le champ n'existe pas. Enfin, je le récupère pas, je l'ai pas fait, je l'ai pas mis dans Keep. Et par contre, je dois avoir un nom. Voilà, c'est exactement ça. Pour ceux qui font du JDBC, on a aussi un adaptateur de résultat. Et là, vous serez peut-être plus confortable avec la notation JDBC que vous connaissez. Du coup, ce que ça va nous renvoyer, c'est un résultat. Et sur le résultat, on va pouvoir faire du next. Et puis, on va pouvoir vérifier que le getString qu'on récupère de la première colonne, c'est bien égal à David. Alors, on a rajouté le support des name parameters. Ah, je crois que je pouvais vous le montrer sous forme de démo, ça, il me semble. Je crois que j'avais un dashboard. Je vais revérifier si j'ai un dashboard ou pas là-dessus. Je vais voir. Je crois que je l'ai, ça.
Donc l'idée, c'est que vous pouvez maintenant poster une requête et vous avez des paramètres nommés avec le point d'interrogation. Vous pouvez remplacer un petit peu n'importe où. Alors pas vraiment n'importe où, c'est le nom de l'index, vous ne pouvez pas le remplacer avec un name parameter, mais il y a pas mal de choses que vous pouvez changer. Par exemple, la fonction sur laquelle vous allez bosser. Est-ce que je veux faire un average, un max, un min, etc. Donc ça, vous pouvez modifier dynamiquement. Et ouais. Pareil sur les champs, les valeurs seuil, etc. Sur lesquelles vous voulez passer. Donc ça va vous permettre de faire, au lieu de faire du parsing de chaînes de caractères et puis de peut-être d'injecter des choses pas très belles, là d'avoir un truc un peu plus normalisé. Ça se fait aussi en Java. Vous pouvez faire pareil, vous faites where name égale point d'interrogation name. Et ben vous passez, en plus de la query, tout à l'heure, je m'étais arrêté à query, la parenthèse se fermait, ben vous passez une map avec tous les paramètres que vous voulez injecter dans la requête. Okay, ça vous donne exactement la même chose. Alors je vais voir si je peux vous le montrer. Parce qu'il me semble que j'avais prévu... non, c'est pas ici. Il faut que j'aille maintenant dans les dashboards. Est-ce que j'en ai un ESQL. Ah, c'est peut-être pas mal. Ok. Donc, en fait, ça, ce sont des dashboards qui utilisent ESQL. Alors, normalement, les dashboards utilisent le langage Kibana, voire le query DSL derrière, mais là, maintenant, c'est que du ESQL. Et ce que vous voyez ici, le champ sur lequel je bosse, ici, qui s'appelle address.country, en réalité, c'est une injection avec un name parameter. Si là, ce que je veux afficher, ici, ce que j'affiche dans ma table, hein, on voit, c'est l'adresse.country, mais moi, je veux afficher autre chose, le genre. Ben maintenant, j'affiche le genre. Et vous voyez, à droite, ma vue s'est mise à jour aussi avec le genre, automatiquement. Ça, c'était un truc qu'on ne pouvait pas faire dans Kibana et c'était pénible pour plein de gens. Ben maintenant, en fait, dynamiquement, juste avec les name parameters, vous allez pouvoir adapter et donner à vos utilisateurs une possibilité d'aller un petit peu plus jouer dans les... jouer sur les données sans avoir à refaire des dashboards, faire des clones de dashboards, etc. C'est beaucoup plus sympa. Donc ça sert à ça, les name parameters, notamment. Ce qui arrive dans la 8.18 qui sort très prochainement, c'est le support du langage KQL, je vous en ai parlé au tout début, le langage de Kibana. Mais pour ceux qui ont l'habitude de faire des requêtes en Kibana, bah, vous pourrez toujours l'exprimer en KQL de cette façon-là, et que là, ici, le nombre de bytes est supérieur ou égal à 1024. Voilà, c'est du langage KQL, et vous pourrez toujours le faire. Je vous ai parlé des joins. Donc, les joins, on fait un certain type de join, on fait le lookup pour l'instant, mais l'idée, c'est qu'on puisse aller faire en plus de join que ça. Donc, le left, le right, le inner, qui devrait arriver, je ne sais pas quand, mais ça devrait arriver, il travaille dessus. J'attends surtout, moi, c'est cette fonction-là, qu'on n'a pas encore, qui s'appelle inline stats. Ce que je voudrais être capable de faire, c'est de dire, calcule-moi le nombre moyen d'enfants de toute ma population, et sélectionne-moi les gens dont le nombre d'enfants est supérieur à ce nombre moyen. Donc il faut faire en gros 2 requêtes imbriquées. Et ce truc-là, bah, c'est une sorte de join, hein, un petit peu. Bah, ce truc-là, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc ça, c'est pas encore implémenté. Ça va arriver dans les prochaines versions. J'ai hâte de voir ça. Et enfin, une dernière fonctionnalité, pareil, les collègues sont en train de l'implémenter. C'est pas du tout sûr que ça garde cette forme, que ça garde ces noms. Donc voilà, prenez ça avec plein de pincettes ou des fourchettes, si vous voulez. Et là, pour l'instant, ça s'appelle le fork. Donc l'idée, c'est de... Donc, je fais ma requête. Sur mon index search movie, je sélectionne tous ceux dont le rating est supérieur à 7. Et puis ensuite, je fork. Ça veut dire que je vais faire 4 sous-requêtes. Il y en a certaines qui vont faire de la recherche full text. Il y en a certaines qui vont être capables de faire de la recherche sémantique. J'en ai pas parlé, mais dans Elasticsearch, je peux faire de la recherche sémantique. Pour ceux qui étaient venus au Jug la dernière fois, quand j'avais parlé de la recherche sémantique. Donc ça sera faisable aussi. Ouais, on fait toutes nos différentes requêtes. Et puis ensuite, on récupère, on garde les valeurs que l'on souhaite. On enlève certains champs dont on n'a pas besoin, je crois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le drop, je ne me rappelle plus. Puis on fait même du RRF. Alors ça, c'est un truc, on l'avait abordé la dernière fois aussi. Ça permet de re-ranker les résultats, non pas en fonction du score obtenu au niveau des requêtes, mais au niveau de la présence importante dans les résultats de requêtes des documents. Donc par exemple, on voit que le premier document, là, il sort très haut. Ouais, parce qu'en fait, on l'a vu dans le fork 0, dans le fork 1 et dans le fork 2.
Et donc c'est pour ça qu'il sort très haut, parce qu'au niveau RRF, on a combiné tout ça, et donc ça nous donne un très bon résultat. Et vous avez sa note, etc. Et donc vous voyez après les autres, fork 1, fork 3, fork 1, fork 3, et puis après du fork 3, du fork 1, en fonction du score, je suppose, qu'on a obtenu pour chacun de ces trucs. Donc voilà, ça arrivera aussi. Ça permet d'aller encore plus loin. C'est pas encore implémenté, il faut quelques mois, je pense, avant d'arriver à avoir ça en production. Vous retrouverez tous les slides et le contenu de la démo sur ce QR code. Et je vous remercie de votre présence. S'il y a des questions.